Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois notre désormais habitué Abdallah Fili, l'homme qui répond à toutes nos convocations. Et elles sont nombreuses. Bienvenue Abdallah. Merci Serada. Il faut que tu dois nous comprendre parce qu'il se trouve que plus on vous écoute, plus on a envie de vous écouter, plus on comprend qu'on comprend rien. Donc, on va être obligé de multiplier ces rendez-vous très longtemps, Inch'Allah, pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Et aujourd'hui, on vous a convoqué pour nous parler de Sijil Messa. Alors, Sijil Messa, c'est un peu un truc mythique, un nom mythique, la cité perdue. On a compris que c'était une ville qui était très importante. On sait pas très bien, aujourd'hui, on la voit surgir ce mot comme ça. Il y avait un grand cabaret qui s'appelait Sijil Messa sur la Corniche il y a une vingtaine d'années. Des bazars, des restaurants, voilà. Mais on a vraiment, en tout cas moi, les idées très floues sur ce qu'a été ce port transsaharien. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point, s'il te plaît ? Alors, Sijil Massa, il faut le dire, c'est véritablement l'une des plus importantes villes caravanières que le Maroc ait connues à l'époque médiévale. Elle est où ? Alors, il est situé juste à côté de la petite ville de Rissani actuellement. Ouais. Il est dans la province, voilà, au sud d'Arfoud, dans la province de Rachidia, et situé sur le Oued Ziz, et pas très loin de l'Oued Gris. D'où son importance, et on va y revenir tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui a été créé pratiquement ex nihilo, en fait. Cette ville n'existe plus, on est d'accord. Alors, il a été complètement déserté actuellement. C'est un site archéologique majeur. Vous faites des fouilles. C'est pour ça que je suis là en quelque sorte, parce que j'ai fouillé à Sijil Massa pendant 4 ans dans le cadre d'une mission maroco-américaine, depuis 1988 jusqu'à 1998. D'accord. C'est une mission Excuse-moi, je co-dirigée. Mais je suis obligé de te demander, est-ce que tu as trouvé un trésor? Parce que ça va. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. C'est une ville de commerce de l'or, donc, en quelque sorte. De l'or, Mais il faut faire attention, encore une fois, il n'y a pas de trésor. La seule pièce en or qu'on a découverte et qui est exposée maintenant dans un très grand musée à Washington dans le cadre d'une exposition internationale dans laquelle j'ai participé, c'est une bague en or, une petite bague en or du Xe siècle. D'accord. Donc, je disais qu'il est situé... Et toutes ces montres luxueuses, là, avec lesquelles tu te pavanes, et cette voiture très chère que tu as mis à l'entrée de Radio Ma'arif. C'est pas qui tombe souvent en panne. Non, je rigole. Donc, une ville qui a été créée. Pourquoi tu dis qu'elle a été créée? Toutes les villes ont été créées, non? En tout cas, pour l'époque médiévale, non. Qu'est-ce que tu appelles l'époque médiévale? En fait, elle a connu son âge d'or quand, cette ville? Voilà, l'époque islamique, à partir du moment où il y a eu l'avènement de l'islam à partir de la deuxième moitié... L'arrivée des Omeyyades. Voilà, avec l'arrivée des Omeyyades. Et puis après, à partir du milieu du 8e siècle, l'autonomie proclamée par les Marocains vis-à-vis du califat oriental, abbasside. Donc, à partir de cette période, en fait, ces mouvements tribaux, doctrinaux, kharijites essentiellement, ont créé des lieux de retraite. Et Sijil Massa faisait partie de ces lieux de retraite. Je parle de Sijil Massa, qui est donc la deuxième ville créée ex nihilo de l'époque islamique au Maroc. En 757-758. C'est la création de Sijil Massa. C'est la création de Sijil Massa. C'est quoi la deuxième ville? C'est une des deux villes? La première, c'est Nakour. Nakour dans le nord. Nakour dans le nord. Qui se situerait où aujourd'hui, Nakour? Alors, Nakour aujourd'hui, c'est à côté de Nador. D'accord. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, parce que c'est une époque vraiment compliquée. Donc, il y avait une sorte comment on peut dire, une entité politique à Sijil Messa, indépendante. Ça. Il s'appelle
les Banu Midrar, Banu Midrar, et au nord, à Nkour, il y avait les Banu Saleh, les Banu Saleh. oui, Il faut rajouter à peu près la même période, les Balrouata les sur la Borwata plaine dans le atlantique. Tamsna. Voilà. Et là, on est avant l'islam, là, où on est... Non, c'est pleinement au milieu du 8e siècle. D'accord. Et À donc, vont partir arriver de- ensuite les Idrissides du côté de C'est ça, de Volubilis, Fès, Fès voilà. et... Tous ces gens-là ont existé au même moment, à peu près. Exactement, D'accord. exactement. Il y a eu d'ailleurs des Des frottements, rivalités, des confrontations entre les Donc, trois. Sigil Massa n'était pas seulement une ville, elle était une ville-État. Exactement, Comme Venise, Gênes, etc. exactement. Avec justement une doctrine kharijite, sofrite. C'est les sofriyas, hein, c'est l'une des trois doctrines du kharijisme, et qui ont élu un noir à la tête de cette ville-État. Est-ce qu'on a son nom? Oui, Comment il Isa bnu Yazid ou bnu Mazid. Al-Aswad en plus, et les textes rajoutent Al-Aswad. Pourquoi Pour c'est ce- important de dire qu'il est noir? C'est très important par rapport à la doctrine kharijite qui prônait justement l'égalité raciale entre tous les musulmans. D'accord. Entre tous les musulmans. D'accord. Et ça, c'est Donc fondamental. cette égalité raciale qui avait du mal à être mise en place par Enfin, c'est-à-dire c'est resté souvent théorique, cette égalité raciale. Exactement. Mais là, non. Mais là, non. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé à être mis à l'épreuve parce que 15 ans après l'accession au pouvoir de Isa ibn Mazid, ou Isa ibn Yazid, il a été détrôné pour des raisons complètement énigmatiques dans les textes, mais il a été remplacé par le chef d'Imknasa, donc la tribu qui portait en quelque sorte le kharijisme sofrite, qui s'appelait Samgou ibn Wasoul. Il se trouve que Samgou, quand on dit Samgou, ça nous renvoie à Ismg en amazigh, qui veut dire en fait le noir. Donc en quelque sorte, on peut imaginer que le début de l'époque midraride à Sigil Massa a été porté essentiellement par des populations noires ou presque noires, ou en tout cas des populations de ce type. J'ai devant moi le livre de Zakia Daoud qui s'appelle Zineb Reine de Marrakech, Zineb Nefzaouia, donc la femme de Youssef Msachfine et c'est un roman, hein. Elle précise bien que c'est un roman, qu'il y a beaucoup d'effets historiques, mais il y a également de la littérature. Et elle fait une description de Sigil Massa que je voudrais bien te lire parce que ça m'a un peu frappé. Voilà. Elle part du port, dans ce grand port du désert qu'est Sigil Massa, les caravanes partent et reviennent d'Orient, du Maghreb, de l'Afrique, prenant comme guide et escorte armés des hommes voilés de bleu, silencieux, impénétrables, les Lemtouna. Donc c'est futur almoravide. Ils connaissent les points d'eau, fixant les itinéraires, savent négocier les droits de passage avec les tribus dont le territoire est traversé. Ils ont des boucliers en peau d'antilope, des arcs, des carquois à flèches et se tiennent hiératiques sur leur docile monture. Seuls leurs yeux noirs paraissent au travers de leur voile, etc., etc. Donc c'est de la littérature, mais j'aime bien cette notion un peu de hub. Oui. Où tu viens chercher ta caravane qui va te transporter, enfin une sorte d'aéroport en fait. Voilà. Est-ce que ça correspond à une réalité historique? Parfaitement, et la preuve en est toutes les mentions rapportées par les textes médiévaux depuis les premiers, les plus anciens textes arabes jusqu'à pratiquement la fin de l'époque médiévale, voire au-delà, jusqu'à l'époque alawite. Il faut savoir, il faut mettre en exergue aussi le fait que la dynastie alawite est partie exactement. Et c'est le Tafilelt. C'est le Tafilelt. Alors, il n'a pas à l'époque alawite cette importance économique dont parlait Zakia Daoud, mais il a gardé les soubassements en fait qui ont fait la richesse de cette ville à l'époque médiévale. Ça veut dire que la ville Sigil Massa, elle n'est pas dépendante du commerce transsaharien. Non, c'est une ville productrice de richesse d'abord. La preuve, c'est que Ziz, qu'on a mentionné tout à l'heure, il a été creusé à l'époque midraride, dès le 8e siècle, le 9e siècle, il a été creusé par la population locale pour créer ce qu'on appelle l'oasis. Et il faut savoir, il faut le mentionner, l'oasis de Tafilelt est considéré comme le deuxième au monde après le delta du Nil. C'est-à-dire, en fait, il y a une richesse créée de... Tu veux dire que c'est les humains qui ont creusé le canal de l'Oasis? Bien sûr, c'est les midrarides. Mais comment? En creusant mutuellement, exactement, avec l'installation des ouvrages hydrauliques extraordinaires. Donc la politique des barrages ne date pas d'aujourd'hui. Il date de l'époque médiévale.
Et le barrage, en fait, qui a permis de drainer l'eau vers Ziz, ça a été fait au niveau d'Arfoud, un peu plus en haut, au niveau d'Arfoud. Donc tu es en train de nous dire tranquillement, en toute décontraction, qu'au 8e siècle, c'est bien ça ou bien, Exactement. Au 8e siècle, les populations de la région ont conçu des ouvrages hydrauliques. Exactement. Pour faire un barrage et pour irriguer ce qui va devenir la plus grande. Pour faire un canal de 150 km. D'accord. 150 km creusés dans la pierre, dur, hein, dans la terre, on va dire. Dans la terre. Mais qui a créé l'oasis le plus important au Maroc. Après l'état du Nil. Exactement. Enfin, qui n'est pas au Maroc. Donc l'oasis le plus important du Maroc, point. Oui. Donc tu disais que cette ville était un hub transsaharien, c'est bien ça? Oui. La description qu'on fait d'Aki Daoud avec des gens qui sont des Sahraouis, hein, oui. c'est l'Mtouna, ça fait partie de la tribu de Snahaja qui vont donner les Almoravides, c'est l'objet de son bouquin d'ailleurs, puisque c'est un livre sur l'arrivée des Almoravides à Sijil Massa, ensuite à Hermet, ensuite la conquête de Sif Mtsachfin, la protection des royaumes andalous, etc. Est-ce qu'effectivement ils étaient les maîtres des lieux, ou bien c'était un creuset un peu culturel dû au fait qu'il y avait du commerce, ou comment ça marchait concrètement ce royaume des Beni Midrel, voilà. En fait, juste, je voudrais atténuer mon propos en disant que c'est une création islamique en quelque sorte, mais attention, c'est pas une table rase en fait. Pas ex nihilo. Non, c'est pas complètement vide. Les textes nous rapportent que dans cette région, il y avait des rassemblements très beaux et que, à partir du moment où ils ont atteint 40 personnes, Samgou ibn Wassoul, qui était donc le chef d'Imknassa, donc la tribu d'Imknassa, a créé en quelque sorte cet État des Banu Midrar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Comment vous définissez, vous historiens, un État? Qu'est-ce qui est un État? Est-ce qu'il faut avoir une monnaie? Est-ce qu'il faut avoir un chef? Est-ce qu'il c'est ça? Alors, il y a un territoire qui est fluctuant, c'est vrai. Les Banu Midrar peuvent arriver, ils sont arrivés à un moment donné jusqu'à Dara. Ils ont subi les attaques des Idrissides. Ils ont bien évidemment élargi leur territoire vers l'Est, vers la frontière algérienne actuelle. Et le nord, ça arrivait jusqu'où, on sait? On sait par exemple qu'ils ont atteint le nord de l'actuel Rachidia, là où il y a les mines d'argent, de plomb, etc. Donc ils les ont exploités dès cette période. Est-ce qu'il y avait une monnaie? Ils ont une monnaie, justement, et une monnaie en or. Et c'est les premiers à avoir frappé de l'or à Sijil Massa, ce qu'on appelle Ad-Dananir Ash-Shakiriya. Shakir Billah, qui est l'un des derniers en fait souverains midrarides de Sijil Massa, a donc frappé monnaie parce qu'il a fait, on va dire, un changement de doctrine. Il n'est plus kharijite, il s'est converti au sunnisme malikite. Et donc il a eu des accointances avec les Omeyyades de Cordoue pour se défendre contre le califat fatimide des Frikia. C'est terrible cette période. C'est une mosaïque extraordinaire. Et finalement, le pauvre est tombé entre les mains des Fatimides. Pas les Almoravides. Non. Avant les Almoravides, il y avait un autre État. Les Fatimides, c'est un peu flou. Qui sont les Fatimides? Alors, les Fatimides sont les chiites, on va dire, du Maghreb, qui ont créé donc l'un des deux califats au Xe siècle en Ifriqiya, mais dont le chef spirituel, Al-Mahdi, a été emprisonné à Sijil Massa. Et donc, ils ont conquis Sijil Massa pour libérer leur chef. Ils ont frappé monnaie à Sijil Massa, essentiellement les dinars en or. Et donc, c'est... Est-ce qu'on les a, ces dinars en or? Bien sûr. On en a au musée, par exemple, de la monnaie à Rabat, de Bank al-Maghrib. Il y a énormément de dinars parce qu'ils ont eu une diffusion énorme avec une qualité d'or extraordinaire, de jamais vue, de l'ordre de 97%, etc. Ça, c'est les analyses physico-chimiques pratiquées sur ces monnaies qui le prouvent. Donc, on sait que cet or vient essentiellement de l'Afrique noire et on sait que ces dinars sont de bonne aloi, c'est-à-dire, en termes de qualité, ils ont conquis tout le bassin méditerranéen, que ce soit ceux les Fatimides ou ceux les Almoravides après. Bon, les Almoravides vont un peu, entre guillemets, c'est pour ça qu'on peut très bien situer le début, entre guillemets, le Maroc ou l'Empire, disons, un peu plus aux Almoravides qu'aux Idrissides, parce que les Almoravides vont vraiment avoir une maîtrise de l'espace qui couvre le nord, Sijil Massa, Hermet, le sud, à un moment, après que Tachfin est allé faire ses petites expéditions andalouses d'Andalousie, l'Est. Donc là, c'est réglé tout ça, on n'est plus dans, ou alors c'était toujours pas réglé. Oui, mais toi, Sereda, tu cherches un
un Maroc uni, non, etc. non, pas uni, non. Je Moi, cherche un ensemble un peu grand. c'est ça. Parce que ma question, elle est simple. On est à Sigil Messa, on a nos Dananer Shekilia, Oui, c'est ça? c'est ça. Voilà, on les a dans la poche et on fait du business avec les autres. Avec les Idrissi Oui. d'à côté, Exactement. avec les... N'est-ce pas? Exactement. Donc ils s'échangent ces dinars. Oui, exact. Je pose des questions stupides, Oui, non, mais j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a un taux? Est-ce qu'il y a un cours? Bien sûr, bien sûr. Mais comment il se Eh fixe? ben, c'est géré Parce qu'il n'y a pas de selon... banque à l'époque. Oui, mais on dit qu'il n'y a pas de banque, mais il y a des échanges extrêmement compliqués. C'est-à-dire, avec un seul papier, vous pouvez, par exemple, vous n'êtes pas obligé de trimballer 50 000 tonnes de dinars pour descendre en Afrique noire ou d'aller à Fès, etc. Donc, vous pouvez faire un papier, ce qu'on appelle les sacs, par exemple. Et il y a eu, à l'époque, des officines de familles de commerçants, juifs ou musulmanes, qui garantissaient justement les paiements, etc., de part et d'autre de l'Afrique noire. Que ce soit au Maroc ou en Tunisie, et même ça peut aller jusqu'en Asie, jusqu'en Iran, avec vraiment au niveau des archives, avec notamment un relais des archives. de confiance. Quoi. Exactement. Avec des, le business de la confiance. C'est ça, avec des relais. Ouais. Des relais, et on a des archives justement, notamment de la Guinisa du Caire, qui attestent justement une présence de sigils massiens, que ce soit en Asie, au Caire, ou en Ifriqiya, en Algérie actuelle, et au sud du Sahara. Donc beaucoup de commerçants à Sigil Messa. Énormément de commerçants. Est-ce qu'on a une idée du volume de la population? Est-ce qu'on parle de 10 000, 20 000, 100 000 personnes? Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'était la plus grande ville du Maroc. Enfin, je dis le Maroc encore une fois, c'est l'espace marocain. Alors, en tout cas, au niveau spatial, on a quelque chose. On a la ville intramuros fait 5 km carrés, ce qui est énorme, c'est-à-dire à peu près dans l'ordre de 450-500 hectares, ce qui est beaucoup. C'est déjà beaucoup plus grand que ce qu'on sait de Volubilis. Déjà. Exactement. Actuellement, Volubilis, c'est 40 hectares. Armat médiéval, il fait 100 hectares. Et donc, Sigil Messa, c'est 500 hectares. D'accord. Donc c'est énorme. C'est la grosse ville, quoi. Exactement. Et de la population elle-même, on n'a pas beaucoup de témoins, mais par exemple, un géographe oriental comme le Masoudi, il dit il faut une journée pour traverser la ville de bout en bout. Après, il faut savoir dans quel état de forme il était. Donc là je vous laisse interpréter. Il faut voir son état de forme. Mais archéologiquement, en tout cas, on a attesté les limites de la ville. On a des éléments probants qui délimitent... Est-ce qu'on a une idée sur l'organisation sociale de la ville, ou bien l'organisation sociale ou logistique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des égouts? Est-ce qu'on a des rues? Qu'est-ce qu'on a? Non, ça, c'est en termes de matérialité, en fait, de la ville elle-même, on en sait un peu plus après les fouilles archéologiques, celles auxquelles j'ai assisté. On a la grande mosquée, on a des grandes maisons à cour centrale, avec des alcôves de part et d'autre. On a un décor somptueux en plâtre sculpté. On a des inscriptions arabes. Ouais. C'est ça. On a des inscriptions arabes les plus anciennes au Maroc médiéval, avec des textes coraniques qu'on connaît encore aujourd'hui. Laha ma kasabat ou alayha ma iktasabat, etc., qui sont exposés maintenant aux États-Unis. Et en quelle langue on parlait pour faire du commerce à Sigil Messa? Alors Sigil Messa, de l'époque dont tu nous parles, c'est 800, 900. Oui, il y a un peu de tout, à vrai dire. Il y a l'arabe, il y a le berbère, il y a les langues africaines, etc. Et la qualité justement des populations de Sigil Massa, indépendamment de vraiment des atouts de la ville elle-même. Ce que la ville présente pour les commerçants, c'est-à-dire une logistique extraordinaire, une production toujours excédentaire, c'est pas une production pour survivre ou vivre, comme on le voit actuellement dans ces régions de Tafilalt, etc. Vraiment, l'État de l'époque, c'est-à-dire les Banu Madrar, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, ont mis les moyens logistiques extraordinaires pour rendre la ville attractive. Il y a les ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'on produit ici? Ça va bien sûr des dates, déjà. Il y a énormément de dates. Oui, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Mais est-ce qu'il y a de l'industrie de transformation? Par exemple, est-ce qu'on transforme est-ce qu'on fait des bijoux en or? Est-ce qu'on fait des bijoux en argent? Mais en tout cas, juste pour terminer cet aspect, on va dire, des atouts, de la productivité de ces territoires, qu'on peut imaginer maintenant complètement désertés, pauvres et effectivement sec. Non, c'est extrêmement riche. Et il y a une production animalière, c'est-à-dire les caravanes, ils sont faits de quoi? On les fait avec des chameaux. Il y a un élevage intensif
de camelin extraordinaire. Il y a, par exemple, une exploitation minière régionale extraordinaire. Le sel qu'on croit venir du sud, il est produit localement, d'une façon extrêmement intensive. Mais comment on produit du sel? Alors, justement, ce qu'on appelle le Mellahat, il y a une région à Sijil Massa, sur la rive gauche du Ziz, où on extrait l'eau, justement, de la nappe phréatique, parce que c'est une eau saumâtre, et qu'on expose au soleil. Jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Voilà. Quelques jours après, on a des tonnes du sel. Encore actuellement, d'ailleurs. Un petit peu plus de précision sur les mines. Tu parles des mines d'argent? Oui. C'est des mines où il faut creuser? Oui, il faut creuser. Mais il faut rentrer dans les boyaux ou bien Oui. c'est juste à fleur de... Non. Il faut creuser. Il faut creuser. Donc on a des mineurs. On a des mineurs. On a encore actuellement des régions entières où on a des vestiges justement de mines anciennes, voire des mines antérieures à l'époque islamique. C'est-à-dire antérieures à la création de Sijil Massa. C'est pour ça que c'est très important, cette région. La création de la ville Sijil Massa a dynamisé le peuplement dans la région, ça c'est sûr. Mais donc tu veux dire que c'est une décision politique de dynamiser? C'est une décision Mais politique. Du pouvoir justement Midrarid en premier, parce qu'il a créé la ville pour la rendre un hub justement commercial international. Et, c'est dingue, on a l'impression que tu parles de Selel Jadida. Exactement. D'un truc très récent. Et ben non, ça date du 8e parce qu'on sait que les siècle, Almohades, ils ont créé un peu Rabat de force, ils l'ont vu grand et ils ont eu du mal à la peupler. Oui. Je crois, il y a Khol Mansour qui avait fait des grands murs et finalement jusqu'à l'arrivée des Andalous. Exact. Et là, tu nous expliques bien avant. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, avec des termes en plus récents, ça rend complètement actuel. Non, mais surtout quand on connaît la région. Moi, je connais bien, j'adore cette région. Oui, exactement. J'y allais souvent. Mais c'est une région qui est déshéritée. Complètement. Donc, quand tu me parles d'un Sijil Massa de plusieurs hectares avec beaucoup de production, cette puissance économique, monétaire, je m'excuse, mais j'ai du mal, quoi. Je souffre un peu. Et ça, preuve à l'appui, rien qu'au niveau agricole, vous ne pouvez pas imaginer la richesse de la région. Nous, quand on extrait, par exemple, les sédiments archéologiques, on les lave et donc on récupère ce qu'on appelle les restes botaniques des époques fouillées. Et à ce moment-là, on se rend compte de la richesse, justement, botanique de la région. Il y a absolument tout à Sijil Massa. De la vigne, du caroubier, du sorgho. Les dates, on n'en parle même pas parce que c'est vraiment des quantités énormes. Et ainsi de suite. C'est véritablement quelque chose sur lequel on n'a plus de doute maintenant. Quand tu parles de vigne, c'est du raisin ou c'est du vin? Du raisin. Ouais. Les deux. Il y a du vin à l'époque? Oui. Ça a été d'ailleurs mentionné. L'une des raisons de la conquête des Almoravides de Sijil Massa, c'est justement pour lutter contre l'alcool. C'est ça. Ouais. Et donc, on n'a pas de témoins archéologiques probants sur ça, mais on a beaucoup de textes et on a beaucoup de restes de vignes, en tout cas, à cette époque, tout au long de l'histoire de Sijil Massa. Ça mérite un podcast l'alcool au Maroc parce que effectivement les Almoravides en parlent pour le détruire et les Almohades le reprochent aux Almoravides. Pareil, et donc peut-être qu'ils n'ont pas. Bab al-Rob. C'est quoi Bab al-Rob? Rob, c'est une boisson alcoolisée du Haut-Atlas à base d'orge. D'accord. Il y a d'autres témoignages du 19e siècle qui sont intéressants, mais je ne sais pas. Il faudra qu'on trouve qui va nous le faire. Et donc, on a notre témoin, une autre preuve irréfutable encore cette fois, c'est justement la masse monétaire dont on dispose sur Sijil Massa. C'est le premier, le plus important atelier monétaire de tous les temps. On a frappé monnaie en quantité. Au Maroc, tu veux dire? Au Maroc. Même dans ce cas. Mais toute proportion gardée. Mais en tout cas, on a le plus grand et le plus important atelier monétaire. Ça se passe à la main, j'imagine, ou bien c'est fondu, ou comment ça marche en fait, c'est grâce à l'or africain. Ouais. Et donc, on récupère, on frappe, et pratiquement, c'est pour ça que Sijil Massa, c'est devenu un enjeu politique de tous les États marocains. Est-ce que c'est pour ça que les Almoravides, quand ils arrivent du sud, commencent par prendre Sijil Massa avant Hermet? Forcément. Ça, c'est ce qui est raconté dans ce Géographiquement, ce livre. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Oui, bien sûr. C'est dans l'ordre. On fait les choses dans l'ordre, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une convoitise, en fait, Sijil Massa. Ça convoitise, finalement, tous les projets politiques, en fait, de toutes les expériences politiques de l'époque médiévale. Et comment tu expliques qu'il ne reste rien de cette ville, en fait?
Non, c'est pas qu'il reste rien. Et ça, j'ai vraiment envie de lancer un appel. Il faut protéger ce site. Parce que autant, effectivement, les vestiges qu'on y trouve sont relativement dégradés, mais très sincèrement, c'est une réserve archéologique inestimable. Et malheureusement, il a été attaqué par l'urbanisation et la construction dans la région, au point il n'en reste pas beaucoup de vestiges. Mais c'est un site extrêmement riche au niveau archéologique. Bien sûr, c'est un site riche archéologique, mais quand Marrakech était fondée quelques années, centaines d'années plus tard, elle est toujours là, Fès est toujours là, etc. Alors, parce qu'en fait, Sidi Massa est abandonné. Voilà, c'est ça ma question. Il a été abandonné, en fait, du moment où il n'a plus raison d'être. La raison d'être, c'est le commerce transsaharien essentiellement, mais fondé sur des atouts locaux. À partir du moment où il y a où la caravelle remplace la caravane, l'insécurité, l'autonomie proclamée par les expériences politiques en Afrique noire, donc on n'a plus de raison d'existence. Il a survécu un temps grâce justement à la richesse économique, notamment agricole et minière de la région. Mais en fait, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus avec la peste, avec les problèmes d'eau, etc. Donc, par le manque de sécurité, donc forcément, ça n'a pas... On a un podcast où Mehdi Rouilguet nous parle de la grande divergence, il nous parle un peu de la chute, la relégation du Maroc entre première et deuxième division, ou bien Champions League, et parce qu'il explique, donc il n'est pas le seul, hein, Khadiri, toi, vous parlez tous de la perte de ce commerce transsaharien et de la caravelle qui remplace la caravane comme une des raisons de la chute. Est-ce que la disparition de Sigil Messa, elle est un peu le symbole de la perte de cette compétence? Oui, sans aucun doute, parce C'est-à-dire que on peut imaginer le Sahara comme un océan. Les Marocains ou les gens de là-bas étaient des navigateurs qui savaient aller et revenir, transporter les marchandises, éviter les pièges, protéger les biens et faire donc beaucoup de bénéfices sur ces allers-retours. Et à partir du moment où les bateaux sont arrivés, ces gens-là sont retrouvés et donc les plus-values sont beaucoup plus importantes en passant par l'Atlantique. Et surtout, un élément fondamental auquel on prête pas beaucoup d'attention, c'est la coupure en quelque sorte sentimentale, humaine, etc., qui a été consommée entre le nord et le sud. Qu'est-ce que tu appelles la coupure sentimentale? Tu appelles le nord déjà et le sud. Voilà, le nord c'est le Maroc, c'est Sigil Massa et le pouvoir marocain. Donc Sigil Massa c'est le nord. C'est le nord. D'accord. Alors, par rapport à l'Afrique noire. Et donc on a coupé en quelque sorte la dynamique des relations intimes que nous avions eues durant le 8e et même avant l'islamisation, le 10e, le 11e, sous les Mérinides, où encore Sigil Massa est représenté comme une ville prospère. On a un peu coupé justement cet élan et ces relations. Le Maroc s'est mis à tourner vers le nord. Tourné vers le nord. Ouais. Exactement. Et donc, on a changé un peu le cap. Ce qu'on essaie de changer là récemment, si tu suis la politique. Exactement. Exactement. Il y a comme ça une volonté de retrouver les liens avec le reste du continent africain. Et ça, c'est fondamental. Et l'épisode de la prise de Tombouctou par les Saadiens n'est pas anodin. C'est-à-dire, en fait, que cette autonomie des pouvoirs africains vis-à-vis du Maroc est déjà bien consommé au XVIe siècle quand Ahmed el-Mansour a conquis Tombouctou. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, Sigil Messa, tu es en train de nous dire que les royaumes africains étaient affidés aux royaumes... Et ils sont soit dépendants, soit en tout cas, ils les considèrent comme étant... Vassaux. Des vassaux, ou même encore, on a des relations, on va dire, de confiance, etc. Ils ont changé cette politique en s'adressant directement aux Européens et donc en faisant sauter l'intermédiaire qui est le Maroc. Nous étions les middlemen. Exactement. Et oui, il n'en a pas fait de bateau. Exactement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'épopée de Sigil Messa? Alors, juste un détail très important à mon avis, c'est la question de devenir en quelque sorte de Sigil Massa, le devenir actuel, qui représente pour nous, bien évidemment, pour les populations locales, un champ complètement déserté, plein de détritus, etc. Et moi, je pense que nous avons là une richesse inestimable, une richesse patrimoniale inestimable qu'il faut conserver,
Et si nous n'avons pas les moyens de la conserver, c'est-à-dire de la fouiller et de la présenter au public, au moins de la protéger, les protéger juridiquement parce qu'il est classé comme patrimoine national, mais j'estime qu'il est de notre devoir, en tout cas de lancer l'alerte en disant protégez ce site tel qu'il est actuellement, si vous n'avez pas les moyens de faire des recherches ou de protéger les découvertes archéologiques, parce que c'est une ressource inestimable pour l'histoire du Maroc en entier, en relation avec la Méditerranée et en relation avec l'Afrique noire. Question technique. Vous avez la chance, dans la Sijil Mesla, d'avoir un site, certes, qui est en danger, mais qui au moins est pas construit. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, vous, les archéologues, de faire des fouilles à Marrakech, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes sous les maisons de Marrakech? Vous avez soulevé, Sereda, une question fondamentale. Pourquoi on défend Beki Angle, Armat, Sijil Massa, Qsar Sghir, etc. Tout simplement parce que c'est le seul moyen pour nous, les archéologues, mais aussi pour les historiens, pour reconnaître et connaître en quelque sorte ce qu'est la ville médiévale marocaine. On n'a pas les moyens, en absence de l'archéologie préventive, de fouiller à Marrakech, de fouiller à Fès, de fouiller à Rabat, etc. Donc le seul moyen, c'est de fouiller dans des sites désertés, et on n'a pas des masses. Je veux dire, là, nous sommes devant la capitale économique du Maroc. Nous sommes devant Casablanca, des années du 8e siècle. Peut-être qu'on est assis là au Mali sur un hammam al-Mouhad, j'en sais rien. Exactement. Et donc, ça veut dire, en fait, c'est pas uniquement de la parlotte ou de défendre son gagne-pain, même si ce n'est pas un pour moi, moi qui suis universitaire. Mais c'est fondamental pour la recherche archéologique marocaine et pour l'histoire du Maroc. Merci beaucoup, Abdallah, pour ces précisions. Et ne pars pas très loin parce que tu vas être reconvoqué très vite. Merci beaucoup, Sereda. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.